de votre côté pendant que je lance le direct sur notre chaîne Facebook. Bon, je vois que vous êtes déjà en train de nous écrire, que tout va bien. Vous êtes pratiquement 200 personnes à nous avoir rejoints pour l'instant. Donc, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Donc, c'est super. Si tout fonctionne, j'en suis ravie. N'hésitez pas, pour ceux qui nous suivent peut-être sur téléphone, vous pouvez monter et descendre le chat en slidant avec votre doigt pour pouvoir avoir accès aux diapositives et donc suivre la conférence dans les meilleures conditions possibles. Donc, on va attendre quelques petites minutes, voilà, que tout le monde ait le temps de se connecter et de nous rejoindre ce soir. Donc, comme vous le savez, vous pouvez répondre également, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de l'intervention. Donc, n'hésitez pas à le faire et notre intervenant y répondra à la fin de sa présentation. Donc, nous sommes ravis de pouvoir accueillir ce soir Valentin. Donc, Valentin qui est chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en neurosciences. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Conferencia est la première communauté dédiée aux conférences culturelles en France et nous organisons chaque semaine des conférences et des visites virtuelles sur toutes les thématiques, que ce soit l'histoire, l'art, les sciences et la philosophie, afin de déconfiner ensemble la culture après une année pour le moins compliquée. Nous sommes aujourd'hui plus de 50 000 personnes sur notre page Facebook et nous avons besoin de votre aide pour continuer à vous proposer toujours plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager et à aimer les publications, et également à parler de Conferencia autour à vos proches, autour de vous. Voilà, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut leur plaire, n'hésitez pas à leur parler de Conferencia. Donc, Valentin Werth est chercheur en neurosciences à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Après des études d'ingénieur à Télécom Paris et un stage en robotique humanoïde au Japon, il a effectué un doctorat à Paris sur les bases cérébrales de la perception conscience, puis un post-doctorat à Oxford sur les mécanismes psychologiques de la prise de décision. Son équipe de recherche à l'École normale supérieure étudie l'apprentissage et le raisonnement dans des environnements incertains. Je vais maintenant lui laisser la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci Julie, bonsoir à tous et merci d'être là. En même temps, avec la nuit, le froid et le couvre-feu, j'ai le sentiment que la concurrence n'était pas trop violente en janvier aujourd'hui. Alors, vous avez tous probablement déjà lu et entendu beaucoup de choses sur le cerveau, peut-être sur ses facultés à apprendre, à raisonner, à innover. Alors ce soir, mon objectif, ce sera d'essayer de dresser un regard différent sur l'état des recherches en neurosciences et en psychologie, pour défendre l'idée en apparence un peu loufoque que l'intelligence humaine est le produit d'un cerveau paresseux. Alors quand on parle de cerveau, déjà, à quelle échelle est-ce qu'on se positionne pour l'étudier? On peut déjà se positionner à l'échelle du neurone. La cellule qui constitue l'unité fonctionnelle du système nerveux, c'est ce qu'on appelle les neurosciences cellulaires. Elles étudient les signaux chimiques et électriques des neurones. On peut ensuite prendre un peu de recul et s'intéresser au niveau d'une région cérébrale de l'ordre de quelques centimètres cubes pour étudier maintenant au sein de cette région les dynamiques d'activité de réseaux de neurones qui sont connectés entre eux. Enfin, on peut prendre encore plus de distance, et c'est ce qu'on va faire ce soir, pour se positionner à l'échelle du cerveau entier, dont on peut enregistrer l'activité de manière non invasive, c'est-à-dire sans planter d'électrodes dans le cerveau, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, par exemple, et étudier les relations entre activité cérébrale et faculté mentale. Et c'est donc ce que je vous ai dit à ce niveau, qu'on appelle neurosciences cognitives, qu'on va se positionner ce soir pour réfléchir. Alors, si on regarde les mots-clés qui ressortent de la définition d'intelligence sur Wikipédia, pour prendre un exemple, on voit apparaître beaucoup de facultés mentales. Apprendre, comprendre, reconnaître, si vous voyez, planifier, communiquer. À la lecture de cette liste, c'est donc assez tentant de penser que le meilleur moyen pour comprendre l'intelligence, ça consiste à étudier les facultés du cerveau. Alors les chercheurs comme moi, une espèce un peu en voie de disparition avec les coupes budgétaires dans le recrutement et le financement de la recherche, on a l'embarras du choix, à partir de là, pour se spécialiser dans l'étude de certaines de ces facultés cérébrales et mentales. Alors comment ça se passe en pratique, l'étude de ces facultés? En 200 ans, on a fait un peu de progrès quand même. Donc à gauche, je vous montre une illustration classique de l'approche phrénologique des années 1810, basée sur l'étude des bosses du crâne.
Donc vous voyez un découpage bien propre et bien ordonné du cerveau en zones spécialisées, dans des fonctions très très spécifiques. Celle que je vous ai mis en jaune, c'est la zone dite de l'idéalité, c'est-à-dire la disposition à voir la perfection, le beau et le raffinement dans tous les domaines de la vie, hein, je cite. Alors bien qu'il soit dénué de toute réalité scientifique, ce découpage, il est bien pratique, parce que ça permettait aux gens de l'époque de faire ce qu'on appelle des inférences inverses, c'est-à-dire d'essayer de deviner le caractère de quelqu'un à partir de la forme de son crâne. Alors aujourd'hui, les inférences inverses, elles sont plus trop à l'ordre du jour. En enregistrant l'activité d'une même région cérébrale dans un grand nombre de situations différentes, qui recrutent différentes fonctions mentales, donc c'est la région en jaune que je vous présente là, qui correspond à ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Ce qu'on voit, c'est que cette région, si on regarde les mots-clés qui lui sont associés, qui ressortent dans les études, on voit qu'elle est associée à de nombreuses fonctions différentes. Vous voyez qu'elle est impliquée aussi bien dans la régulation des émotions, dans la douleur, dans la tension, dans la motivation, mais même dans la pression sanguine et dans l'activité cardiaque. Autant dire que si on voit cette région s'activer dans une situation particulière, on ne peut certainement pas conclure que la personne en question souffre. Alors, pour revenir à nos moutons, l'approche la plus classique et considérée comme la plus directe pour comprendre l'intelligence consiste à étudier tout bêtement les facultés du cerveau. L'idée derrière cette approche, c'est que ces facultés ont évolué sous pression sélective pour augmenter nos chances de survie et donc par là notre intelligence. Alors si je ne vais certainement pas remettre cette idée en question, elle amène souvent, de fil en aiguille, à percevoir le cerveau comme un organe perfectionniste pour lequel l'intelligence est un objectif prioritaire qu'il faut à tout prix maximiser. Je vais essayer, en vous présentant les résultats de nombreuses recherches ce soir, de vous montrer comment cette approche elle est un peu critiquable, car elle ne fait finalement que décrire les bases cérébrales de l'intelligence sans tenir compte des contraintes qui s'exercent sur le cerveau. Une approche alternative, que je vais appeler approche B ce soir, consiste à comprendre l'intelligence en étudiant cette fois les limites du cerveau. L'idée, c'est que les facultés du cerveau, elles ont évolué pour tirer le meilleur parti de ressources cérébrales qui sont étonnamment limitées. Autrement dit, le cerveau, il vaudrait mieux le voir comme un organe paresseux dont l'intelligence est vraiment motivée par cette économie de ressources limitées. Alors, une première question que vous pouvez vous poser, je ne vais pas regarder les questions-réponses tout de suite, c'est est-ce que cette hypothèse a un mérite quelconque? Alors, pour commencer, si l'intelligence elle est réellement motivée par une économie de ressources mentales, c'est que réfléchir doit avoir un coût. La question, elle peut sembler bête, et pourtant, ce n'est que très récemment qu'une étude a pris cette question du coût de la réflexion au pied de la lettre, en demandant à des volontaires de choisir entre faire un exercice demandant beaucoup de concentration et accepter de recevoir gratuitement une sensation de douleur sur l'avant-bras. Ça peut paraître un peu dingue, ça l'est probablement plus qu'un peu, mais laissez-moi vous expliquer quand même l'exercice, pour que vous voyez, parce que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que quelqu'un accepterait de se faire brûler légèrement, hein, ce n'est pas des brûlures au 2e degré, mais des brûlures légères, plutôt que de faire un exercice demandant un peu de concentration. Donc l'exercice en question, c'est ce qu'on appelle une tâche de 3 bacs, ici. Donc les sujets sont présentés, on leur présente successivement une lettre. Vous voyez, donc vous avez une série de lettres qui sont présentées successivement au centre de l'écran. Et le sujet, ce qu'il doit faire, c'est cliquer avec sa souris quand il voit une lettre, par exemple la lettre C que vous voyez ici, qui était déjà apparue 3 coups avant. Donc ici, vous voyez la lettre C, par exemple, elle était déjà présentée ici, elle a été représentée là, donc le sujet, cette fois-ci, doit cliquer. Toutes les autres lettres qui la précèdent n'avaient pas été répétées 3 coups avant. Le sujet ne devait pas cliquer avant. Pareil, vous voyez plus loin dans la séquence, la lettre T qui apparaît ici, avait déjà été présentée 3 fois avant, 3 coups avant. Pareil pour la lettre H plus tard. Donc c'est une tâche qui est très difficile, parce qu'il faut se souvenir des lettres qui ont été présentées 3 coups avant à chaque instant. Okay. Elle demande énormément de concentration. De façon assez surprenante, peut-être la première fois qu'on voit les résultats de l'étude, les sujets qui ont été testés, ils ont accepté de recevoir des niveaux de douleur élevés pour éviter les exercices difficiles, comme la tâche de 3 bacs que je vous ai présentée. Donc si vous regardez ce tableau ici, qu'on peut appeler une matrice, vous voyez en fait pour chaque niveau de concentration demandé au sujet, sur l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vertical, qui va d'une tâche très facile, 0, jusqu'à une tâche très difficile,
et le niveau de douleur qu'on leur proposait pour éviter de faire cette tâche, la fraction des sujets qui acceptaient finalement la douleur plutôt que de faire l'exercice. Et ce que vous voyez, c'est que pour des tâches difficiles, comme la tâche de 3 bacs ou de 4 bacs, encore plus difficiles, les sujets acceptaient vraiment fréquemment de recevoir la douleur, même des douleurs plutôt intenses. Vous voyez que sur l'axe X, c'est-à-dire l'axe horizontal, le niveau de douleur proposé augmente, parce qu'on pouvait proposer au sujet certaines fois, est-ce que vous voulez ne pas faire la tâche et recevoir une toute petite douleur, auquel cas les sujets acceptaient très souvent, mais on pouvait des fois leur demander des douleurs un petit peu plus pénibles. Et vous voyez que pour des tâches difficiles, les sujets sont tout à fait prêts à faire le compromis d'accepter de recevoir une légère brûlure plutôt que de faire cette tâche qui demande de la concentration. Autrement dit, la conclusion de cette étude, c'est que réfléchir, ça a un coût et que ça représente donc pour le cerveau une ressource à économiser. Une des raisons pour lesquelles l'approche B, celle du cerveau paresseux, n'est pas très à la mode, c'est que notre cerveau est expert dans l'art de nous cacher ses propres limites. Si les chercheurs eux-mêmes, comme moi, ne sont pas conscients de nos propres limites ou des limites du cerveau, pourquoi est-ce qu'on irait les étudier? Un exemple frappant qui a été publié cette année dans un journal qui s'appelle PNAS concerne la perception des couleurs. Vous ne le savez peut-être pas, ou peut-être que vous le savez d'ailleurs, mais les cellules de votre rétine qui sont positionnées à la périphérie de votre champ visuel ne sont pas du tout sensibles aux couleurs. C'est souvent surprenant la première fois qu'on l'apprend, car on a tous l'impression d'avoir un champ visuel uniformément coloré. Alors pour tester le degré de délusionnalité dans notre perception de couleur, notre cécité à cette absence de couleur dans la périphérie, les chercheurs ont eu la bonne idée, donc comme je vous le montre ici, de mettre un casque de réalité virtuelle à des volontaires, puis sans les prévenir, à supprimer progressivement les couleurs à la périphérie de leur champ visuel. Donc l'utilisation du casque de réalité virtuelle leur a vraiment permis de manipuler comme ils le voulaient la saturation des couleurs dans la périphérie, pour arriver à des situations, comme vous le voyez à droite ici, où seul le centre du champ visuel des sujets était coloré, alors que toute la périphérie, comme vous le voyez, n'avait quasiment plus de couleurs. Ce qui est très étonnant, c'est la fraction des sujets qui n'ont pas du tout remarqué cette suppression pourtant assez dramatique des couleurs dans la périphérie du champ visuel. Si je vous montre maintenant les résultats de l'étude, et si on regarde maintenant la partie en haut à gauche du schéma, vous voyez que dans cette situation, 30% des sujets n'ont pas remarqué que la quasi-totalité de leur champ visuel était totalement décoloré. Ce qui est quand même assez étonnant. 30% alors qu'il n'y avait que ce micro-point au centre, qui était là où ils fixaient à ce moment-là, qui était coloré. Et même à droite, vous voyez, où une partie colorée était la partie colorée était plus importante, vous voyez que néanmoins, 83% des sujets ne remarquaient pas l'absence de couleur dans la périphérie de leur champ visuel. Donc ce type de désillusion, ça ne se limite pas à la perception des couleurs dans la périphérie. Je vais vous montrer maintenant un autre exemple tiré d'une étude très célèbre dans le domaine de Simons et Chabris qui a été publiée maintenant il y a plus de 20 ans, pour lequel je vais vous faire jouer le rôle de sujet testé. Donc je vais vous présenter maintenant une vidéo dans laquelle deux équipes, l'équipe blanche et l'équipe noire, vont se faire des passes. Okay, et le jeu consiste à compter précisément le nombre de passes qui sont faites entre les membres de l'équipe blanche, sans se faire distraire par l'équipe noire, qui se fait également des passes avec un autre ballon dans le même temps. Donc je vais lancer la vidéo et je vous laisse la regarder. Ils vont vous redonner les instructions en anglais, mais le jeu consiste vraiment à suivre et à compter le nombre de passes de l'équipe blanche. Allons-y. Alors attendez, je vais vous remettre la vidéo au début, parce que là, on râle très bien. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Alors, la question est combien de passes? Combien de passes avez-vous compté? Voilà, la bonne réponse était 15 passes. Et la question est, avez-vous vu un gorille passer dans la scène? Donc, on vous la repasse au moment en question.
Et vous voyez que pendant que vous comptiez les passes, une personne déguisée en gorille est This passée. video is from research by Daniel Voilà. Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. Voilà. Et donc, vous voyez que dans cette vidéo, on a vu vraiment passer un gorille en plein milieu de la scène, au beau milieu. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans l'étude originale, 42% seulement des sujets testés ont détecté la présence du gorille, ce qui veut dire que soit 58% des sujets n'avaient rien vu. Un autre résultat important de cette étude, c'est que 83% d'un autre groupe de sujets ont détecté le gorille lorsque c'est l'équipe noire dont il fallait compter les passes. Autrement dit, on rate d'autant plus le gorille noir lorsqu'on est en train de suivre les passes faites par l'équipe blanche. C'est le signe que cette cécité, cette incapacité à voir le gorille, est peut-être le reflet d'un mécanisme d'attention. Un mécanisme d'attention qui filtre l'information en fonction de ce que nous recherchons dans la scène visuelle. Autrement dit, c'est peut-être un avantage de ne pas être distrait par le gorille et donc de ne pas le voir malgré sa présence lorsqu'on doit compter les passes de l'équipe blanche tant que le gorille n'attrape pas la balle. Mais est-ce que ce mécanisme de filtrage attentionnel, qui apparaît peut-être comme un avantage, parce que peut-être que ceux d'entre vous qui ont vu passer le gorille ont arrêté de compter les passes et finalement ont échoué à rapporter le nombre de 15, car ils étaient étonnés par la présence du gorille qui les a déconcentrés, qui les a distraits. Alors, est-ce que ce mécanisme attentionnel est finalement un avantage pour le cerveau ou le reflet d'une limite fondamentale de son fonctionnement? Alors, pour vous donner un exemple de situation dans lequel l'attention s'applique, on peut penser par exemple à ces situations où, ça vous est sûrement arrivé un jour dans votre vie, vous devez chercher Charlie dans une scène comme celle-ci. Donc, c'est très difficile de trouver Charlie. Vous voyez Charlie à gauche, le retrouver dans la scène à droite est très compliqué, car il y a énormément ce qu'on peut appeler de distracteurs, c'est-à-dire d'autres stimuli, d'autres objets, d'autres personnages, qui ont des caractéristiques comme la couleur, la forme, etc., qui ressemblent à Charlie. Alors en laboratoire, pour étudier la recherche visuelle, on utilise des paradigmes qui sont légèrement plus simples, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, je vous montre l'exemple de deux types de recherche visuelle qu'on appelle pop-out. C'est tiré de recherches notamment faites par une pionnière du champ qui s'appelle Anne Treisman dans les années 80. Alors, dans la recherche à gauche, vous voyez que c'est une recherche basée sur l'orientation où la cible, on dit qu'elle pop car elle diffère de tous les autres stimuli par cette dimension-là. Vous voyez qu'elle est orientée plutôt horizontalement alors que tous les autres stimuli, les autres barres, sont verticales. La cible est donc la barre horizontale ici. Dans le deuxième pop-out à droite, qui est une tâche de couleur maintenant, un pop-out couleur, vous voyez que maintenant, découvrir la cible est aussi assez rapide et que c'est le seul stimulus vert, qui est donc ce stimulus vert en bas de l'écran. Et donc, j'imagine que vous avez été assez rapide si vous deviez chercher les cibles dans ces scènes-là pour les découvrir. Et donc, dans le cerveau, les gens ont essayé d'étudier quel mécanisme permettait au sujet de trouver les cibles de façon très rapide dans ce genre de recherche visuelle simple. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le cerveau était extrêmement perfectionné et capable, dans une scène visuelle, d'augmenter l'activité des neurones qui étaient sélectifs, c'est-à-dire qui répondaient fort à la dimension qui était recherchée pour trouver la cible, et de supprimer l'activité des neurones qui n'était pas pertinente. Ça, c'est des recherches qui ont eu lieu depuis 30 ans maintenant, voire plus. Et dans les années récentes, on s'est même rendu compte que cet effet attentionnel, ce filtrage des stimuli en fonction de ce que l'on recherche, était contrôlé par des régions maintenant à l'avant du cerveau. Ici, donc, c'est une illustration de la forme du cerveau du singe, où vous avez à l'arrière le cortex visuel et à l'avant le cortex qu'on appelle frontal. Et vous voyez que quand on inactive temporairement cette région du cortex frontal du singe, l'effet attentionnel, c'est-à-dire l'augmentation de la réponse de l'activité des neurones quand leur stimulus préféré est pertinent, était totalement aboli. C'est-à-dire que les neurones n'étaient plus capables de montrer ce filtrage attentionnel lorsqu'on inactivait temporairement cette région. Alors, tant que la recherche visuelle est simple et basée uniquement sur une dimension, par exemple la couleur ou par exemple l'orientation, tout va bien, les gens sont capables de détecter la cible de façon très rapide, presque instantanée. Maintenant, les choses se compliquent lorsque la recherche devient une recherche qu'on appelle par conjonction, où la cible correspond à une combinaison de plusieurs attributs. Par exemple, rechercher une barre verticale verte.
là, on voit que dans ce type de recherche-là, qui correspond beaucoup plus à l'exemple de trouver Charlie que je vous ai montré avant, cette fois, les réponses des sujets, leur temps pour détecter la cible est beaucoup plus lent. C'est ce que je vous montre sur le graphe à gauche. Vous voyez sur l'axe X horizontal, vous avez le nombre de distracteurs dans la scène à rechercher. Et sur l'axe Y, vous avez vertical, vous avez maintenant le temps pour détecter la cible. Vous voyez que pour les recherches pop-out, ce temps de réaction est presque indépendant du nombre de distracteurs. Autrement dit, vous allez très vite pour détecter la cible, même quand il y a beaucoup de distracteurs, car votre cerveau filtre les informations non pertinentes. À l'inverse, dans une recherche par conjonction, où on ne peut pas ignorer la couleur ou ignorer la forme, mais il faut vraiment combiner les deux informations pour trouver la cible, comme c'est le cas pour Charlie, vous voyez que cette fois-ci, le temps de réaction apparaît proportionnel, le temps de réaction est proportionnel au nombre de distracteurs. Et ça suggère en fait que le cerveau, ce qu'il est en train de faire, c'est de scanner de façon successive les différents stimuli de la scène jusqu'à détecter la cible, jusqu'à détecter Charlie. Et cette capacité donc à filtrer avec l'attention les distracteurs n'étant plus possible, le cerveau révèle dans cette situation de conjonction son incapacité à traiter les différents stimuli en parallèle. Cette limite, ce qu'elle suggère, c'est que l'attention, en fait, ce qu'elle a pour rôle, c'est d'éviter de devoir faire plusieurs choses en même temps en ignorant ce qu'on pense être moins important. Car on sait de toute façon tous, par expérience, que le multitasking, c'est pas le fait de faire plusieurs choses en même temps. Multitasking en anglais, c'est pas le fort, disons, de l'espèce humaine, que ce soit envoyer un texto en conduisant ou regarder Netflix en cuisinant. Et alors, les chercheurs ont pu le démontrer de façon très claire dans des tâches tout à fait contrôlées, qui ne demandaient pas de regarder Netflix ou de conduire, en regardant comment les sujets étaient capables d'effectuer deux tâches qui étaient présentées de façon très proche en succession. Et ce dont ils se sont rendus compte, donc là je vous présente les résultats de travaux de Mariano Sigmad et de Stanislas Dehaene, qui ont suivi des travaux plus anciens de Harold Pachler, un psychologue américain. Ils ont montré qu'en fait, quand on réalise une tâche, disons très simple, par exemple, catégoriser un son, qui pourrait être un ba ou un da, on a en fait trois étapes de traitement, disons, assez classiques. Première étape, qui est juste de traiter le son. Une deuxième étape, c'est de catégoriser le son, ce que je vous mets en rouge ici. La première étape de percevoir juste le son est en vert, l'étape de catégorisation est en rouge, et ensuite une étape motrice qui consiste juste pour le sujet à indiquer sa réponse, par exemple en appuyant sur une touche pour y répondre. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si, juste après avoir présenté ce son, je présente maintenant un stimulus visuel que le sujet doit aussi traiter le plus vite qu'il peut? Alors, ce dont les chercheurs se sont rendus compte, c'est qu'en fait, certaines étapes de traitement peuvent être faites en parallèle. Pendant que le sujet est en train de catégoriser le son, il est tout à fait capable de percevoir juste visuellement le stimulus. Par contre, cette étape de catégorisation visuelle, elle, comme vous le voyez, elle est retardée pour le stimulus visuel jusqu'à ce que le traitement du stimulus auditif soit terminé. Autrement dit, vous pouvez voir ici une forme de goulot d'étranglement cognitif où cette étape catégorielle en rouge ne peut pas être réalisée en parallèle par le cerveau. Les deux autres, l'étape perceptive en vert et motrice en bleu, vous voyez qu'elles peuvent être réalisées en parallèle d'une autre étape. Mais l'étape rouge forme une espèce de goulot d'étranglement, quelque chose qui ne peut pas être réalisé en parallèle. Et ce qu'ils ont pu voir aussi, cette équipe de recherche donc de Stanislas Dehaene en France, c'est que également, lorsque cette deuxième tâche est présentée de façon trop brève, elle peut même être totalement non perçue par les sujets, devenir totalement invisible et n'évoquer aucune activité dans le cerveau. C'est ce que vous voyez sur la première ligne, c'est l'activité évoquée par la tâche 2 lorsqu'elle a été ce qu'on appelle masquée par la tâche 1, lorsqu'elle a été présentée trop proche de la tâche 1 et que le sujet l'a tout bonnement manqué car il était engagé dans le traitement attentionnel de la tâche 1. Et vous voyez sur la ligne du bas les activations cérébrales qui étaient observées chez les mêmes sujets lorsque cette fois-ci, cette tâche 2 n'avait pas été masquée par les sujets, que les sujets avaient effectivement bien perçu la tâche 2 et qu'ils avaient pu la réaliser ultérieurement. Et vous voyez des grandes différences, notamment, alors, ce que vous voyez ici, ce que je vous montre avec ma souris, c'est l'arrière du cerveau, c'est donc le cortex visuel qui s'activait plus, c'était cette tâche visuelle, mais également des régions frontales. Vous voyez ici vers l'avant du cerveau. C'est ici l'hémisphère droit du cerveau, ici l'hémisphère gauche, et ici au milieu, c'est une vue en dessous du cerveau. Donc, finalement, la conclusion de ces études sur le cerveau attentif,
c'est que l'attention, elle sert avant tout à focaliser des ressources cérébrales limitées sur ce qui a le plus de chances d'être important, quitte à ignorer le reste. La capacité du cerveau à filtrer l'information, c'est donc plus, je dirais, le reflet d'une limite du cerveau qui traite l'information de façon séquentielle. Alors, une autre prouesse du cerveau récemment mise en lumière par les recherches peut être résumée sous le terme un peu barbare de cerveau prédictif. Alors, ces théories, ce qu'elles proposent, c'est que le cerveau fait constamment des prédictions sur la base de ce qui s'est déjà passé pour anticiper ce qui va venir. Alors, pour essayer de schématiser ces théories, les régions les plus antérieures du cerveau, qui sont ici à droite, sont responsables, dans ces théories, de générer des prédictions, par exemple, celle de se retrouver face à un arbre lorsqu'on se promène en forêt, et de propager ces prédictions aux régions visuelles qui sont situées à l'arrière du cerveau, qui traitent notamment des informations plus simples que des arbres, comme par exemple la couleur, de façon à prédire que dans ce contexte de forêt, on va percevoir plus souvent des objets de couleur verte que de couleur rouge. Donc selon ces théories, le cerveau ne traite pas l'ensemble des stimulations visuelles qui frappent la rétine, mais seulement ce qu'on appelle dans ces théories les erreurs de prédiction, c'est-à-dire tout bêtement la différence entre les prédictions faites par le cerveau et ce qui est observé dans le cerveau. Alors pour prendre un exemple un peu simple et un peu bébête, imaginons qu'on se promène en forêt et qu'on tombe sur cet animal. Donc l'image qui va frapper notre cerveau à l'instant 1 est celle-ci, et imaginons que juste après, c'est l'image 2, celle-ci qui arrive. L'idée, c'est de penser que ce que va traiter le cerveau n'est pas l'ensemble de cette image. Si d'ailleurs je la compresse sur mon ordinateur en zip, vous aurez une image qui va faire 1 méga 23, mais ne va traiter que la différence de cette image 2 par rapport à l'image 1. Autrement dit, le cerveau, ce qu'il va traiter au moment de voir l'image 2, c'est uniquement les informations que vous voyez ici apparaître en clair. Voilà. Et ce que vous pouvez déjà voir, c'est que, effectivement, faire des prédictions, ça paraît être quelque chose de très malin, mais ça a une conséquence dramatiquement importante pour le cerveau, c'est qu'au lieu de devoir traiter une quantité d'informations importante, il se retrouve à devoir traiter, cette fois-ci, une information beaucoup plus faible et beaucoup moins importante. Autrement dit, coder cette différence, faire du codage prédictif, c'est d'ailleurs ce type de codage qui est utilisé pour compresser des vidéos depuis des années, c'est finalement, coder la différence, c'est compresser l'information pour ne traiter que ce qui est nouveau. Et c'est extrêmement utile dans un monde qui a énormément de corrélations temporelles. Quand on se balade dans un environnement, quel qu'il soit, la stimulation entrante ne va pas changer dramatiquement d'une microseconde à l'autre. Et donc, pour vous illustrer un peu dans le cerveau les mécanismes qui suggèrent l'existence de ce type de prédiction et de codage prédictif dans le cerveau, je vous montre déjà un exemple très simple de fatigue neuronale, comme on l'appelle, dans le cortex visuel primaire. C'est dans la première région du cerveau qui traite les informations entrantes de la rétine, dans le cortex. Et donc l'expérience en elle-même, elle est très très simple. C'est juste de présenter à des neurones du cortex visuel primaire 2 fois le même stimulus. Stimulus 1 d'abord, ensuite un délai variable, puis stimulus 2, et à nouveau un délai. Et de regarder l'amplitude des réponses des neurones au stimulus 2 par rapport à celle du stimulus 1. Comme je vous ai dit, ces théories, elles prédisent que le cerveau va supprimer les informations qui se répètent. Et ce qu'on voit, c'est que si on présente le stimulus 2 dans un délai d'1/4 de seconde après le stimulus 1, vous voyez que la réponse ici, donc la première courbe que vous voyez horizontale, c'est les réponses des neurones au cours du temps pour le stimulus 1 qui est présenté ici, et pour le stimulus 2 qui est présenté 1/4 de seconde après. Et l'amplitude de ces réponses reflète à quel point le neurone décharge des potentiels d'action, qui est le signal électrique de base qui permet la transmission d'informations dans le cerveau. Et ce que vous voyez, c'est que même si le deuxième stimulus est tout à fait identique au premier, en tout point, la réponse du cerveau à ce deuxième stimulus est bien plus faible. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que si maintenant on retarde un peu la présentation du stimulus 2, progressivement, la réponse au stimulus 2 va retrouver la taille ou une taille comparable à la réponse au stimulus 1, après un délai de 1 seconde entre les deux stimuli. Donc, on peut interpréter ce résultat de 2 façons. On peut se dire, le cerveau est très malin, il fait des prédictions sur le stimulus 2. On peut aussi se dire, juste, les neurones
ont une énergie limitée et en fait, ils se fatiguent, comme au départ, les gens ont pu appeler ce type d'effet. Et donc, en fait, ils répondent moins juste parce qu'ils sont fatigués d'avoir travaillé juste avant. Alors, pour étudier si vraiment c'est le reflet de prédiction active et non juste dû à une fatigue des neurones, on a regardé si finalement ces neurones répondaient pas moins aux répétitions, mais pas moins à ce qui finalement est attendu. Alors pour ça, on va changer d'espèce, on va passer chez l'homme maintenant, qu'on a mis dans un scanner IRM pour étudier les réponses de leur cortex visuel dans une région très sélective à la présentation de visage. Donc le cortex visuel humain, plus on avance dans la hiérarchie de traitement dans le cortex visuel, depuis des régions qui traitent des choses extrêmement simples comme des petites barres orientées jusqu'à des régions qui peuvent traiter des stimuli très complexes comme des visages, on voit que le cerveau s'est spécialisé à traiter différents types de stimuli dans différentes régions. Donc là, on regarde une région qui s'appelle le cortex fusiforme, qui répond très sélectivement, ça veut dire qu'il répond assez seulement à la présentation de visage. Okay, et donc, les chercheurs ont eu l'idée de présenter ces visages au sujet par paire. Donc, les sujets étaient dans le scanner IRM à regarder des visages, et donc les visages étaient présentés par paire. Certaines paires étaient des paires répétées, comme vous le voyez, la première, j'ai mis répétition. Le deuxième visage est identique au premier. D'autres paires, dans la séquence, étaient cette fois différentes, présentaient un changement. Le deuxième visage n'était pas le même que le premier visage. Et donc, ce que les chercheurs ont regardé, c'était comment la réponse cérébrale au stimulus S2 était plus faible lorsque le stimulus était répété que lorsqu'il changeait. Autrement dit, est-ce que le sujet réellement supprimait, le cerveau supprimait les informations attendues. Et vous voyez que quand les répétitions sont fréquentes, on observe effectivement cette suppression de la réponse lorsque c'est une répétition par rapport à un changement. Maintenant, pour savoir si c'est juste un effet de fatigue ou un effet vraiment de prédiction active, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont créé des blocs où cette fois-ci, les répétitions de visage sont extrêmement rares. En l'occurrence, presque toutes les paires de visages sont des changements. Le premier visage n'est pas le même que le deuxième visage, et certaines paires seulement avaient des répétitions. Autrement dit, maintenant, la prédiction du cerveau dans ces blocs devrait être de penser que le visage va changer entre le premier et le deuxième stimulus, et non pas de se répéter. Et donc, si la théorie qui consiste à dire que le cerveau forme des prédictions est vraie, on ne devrait plus du tout observer cette suppression à la répétition, elle devrait être atténuée, voire totalement disparaître, lorsque cette fois les répétitions sont très rares. Et c'est exactement ce que les chercheurs ont vu à droite. Vous voyez que quand les répétitions sont rares dans des blocs, vous voyez que cette fois-ci, on n'observe plus du tout cet effet de suppression à la répétition. Les gens parlent alors de suppression prédictive. On supprime réellement le résultat de prédiction et pas seulement une répétition bête et méchante du même stimulus. On peut observer ces effets de suppression prédictive même pour des stimuli beaucoup plus compliqués et des concepts beaucoup plus abstraits. Par exemple, dans une étude anglaise ici, qui date un petit peu, mais pas beaucoup, on demandait aux sujets d'imaginer des aliments qu'ils n'avaient encore jamais goûtés sur la base de paires de deux autres aliments. Par exemple, là, on demandait aux sujets d'imaginer le goût qu'aurait un smoothie framboise-avocat et de noter, d'évaluer à quel point ils pensaient que ce goût serait bon et qu'ils auraient envie de goûter cet aliment-là. Un autre stimulus aurait pu être, par exemple, de demander au sujet d'imaginer quel goût aurait une gelée au thé. C'était une étude anglaise, comme je vous ai dit avant. Et donc, ce que les chercheurs ont regardé, c'est qu'est-ce qui se passait dans le cerveau lorsque, cette fois-ci, on présente au sujet d'abord juste l'un des ingrédients du concept, par exemple uniquement la framboise, et qu'on présentait ensuite le smoothie framboise-avocat auquel les sujets avaient pensé avant dans l'étude, pour voir si le fait de présenter la framboise au sujet allait naturellement conduire à une suppression de la réponse au smoothie fraise-avocat, parce que la présentation simple de la framboise aurait amené le sujet à imaginer le concept et le nouvel aliment de smoothie framboise-avocat, et ça aurait donc supprimé la réponse ensuite à la présentation de ce stimulus. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, plusieurs régions du cerveau ont montré ce type de suppression prédictive au niveau du concept, cette fois. On n'a pas présenté le smoothie framboise-avocat deux fois, on a juste présenté l'un des éléments qu'il constitue, et néanmoins, on a abouti à une suppression prédictive quand on présente maintenant le smoothie, dans le cortex frontal médian qui traite les préférences des sujets, justement, car on demandait au sujet de former des préférences sur ces aliments, et aussi dans l'hippocampe, qui est une région qui est notamment impliquée dans la mémoire épisodique.
Mais la fatigue, ou en tout cas la suppression prédictive, ne se limite pas du tout au cortex. Elle peut aussi s'observer dans des régions du centre du cerveau, qu'on appelle les ganglions de la base, qui s'activent en réponse à des récompenses. Alors là, je vais vous rappeler un peu comment fonctionnent ces tâches où on veut étudier le conditionnement chez l'animal, qui sont basées sur des études réalisées par Pavlov au début du XXe siècle. Donc vous avez sûrement déjà dû entendre parler de ça, donc je vous rappelle très rapidement à quoi ça correspond, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc dans ce genre de tâches, on demande d'abord à un animal, en l'occurrence le cas classique, c'était de parler du chien de Pavlov. Au départ, un chien, si on lui présente de la pâtée, il va, ce qu'on appelle un stimulus inconditionnel, qui correspond à une récompense inconditionnelle pour le chien, voire de la pâtée va naturellement être un stimulus récompensant pour lui. Il va avoir une réponse inconditionnelle, par exemple, le fait de saliver. Maintenant, un chien, si on donne un coup de sifflet, il ne va pas naturellement avoir une réponse à ce stimulus qui va être une réponse comme ça appétitive de salivation. Maintenant, ce que les chercheurs ont fait, enfin Pavlov a fait à cette époque-là, c'était de présenter maintenant conjointement le sifflet, le coup de sifflet et la pâtée au chien de façon répétée. Okay, donc, évidemment, comme la pâtée est présente dans la paire, le chien va avoir cette réponse inconditionnelle de salivation quand il voit la pâtée. Maintenant, le résultat intéressant qu'on appelle le conditionnement classique ou le conditionnement pavlovien, c'est que maintenant, la présentation seule du coup de sifflet, qu'on appelle maintenant un stimulus conditionné, car il a été conditionné à la pâtée, car il a été présenté en même temps que la pâtée de nombreuses fois, va amener tout seul et de façon anticipatoire le chien à avoir cette réponse conditionnelle, c'est-à-dire cette salivation, alors que la pâtée n'est plus présentée au chien à ce moment-là. Alors, ce type d'effet a été très bien décrit, en tout cas de mécanismes qui pourraient expliquer ces effets, dans l'activité de neurones dopaminergiques dans ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale, dans les ganglions de la base du cerveau. Et ça, c'est aussi vrai chez l'homme que chez l'animal. Donc, pour vous montrer ce que font ces neurones dopaminergiques dans cette région du cerveau, si on se rappelle la première partie de l'étude, il n'y a pas de conditionnement, on présente juste de la pâtée au chien. Après la présentation, on va avoir une réponse. Vous voyez, ces petites barres noires sont la quantité de réponse des neurones dopaminergiques. En bas, ces petits points, ça vous montre juste plein d'essais qu'on a présentés au chien avec la pâtée. Et chaque petit point, c'est un potentiel d'action de ce neurone. Okay, et donc, vous voyez qu'après la présentation de la pâtée, on voit qu'il y en a plus les barres noires sont plus hautes, ce qui veut dire que les neurones dopaminergiques, ce neurone dopaminergique répond plus fort juste après la présentation de la récompense. Maintenant, après conditionnement, si on présente le coup de sifflet à l'animal au niveau de cette ligne verticale, vous voyez que maintenant, le neurone dopaminergique se met à répondre, comme le chien qui salive, au moment même de la présentation du coup de sifflet. Et ce qui est très intéressant, que vous ne pouviez pas voir en voyant juste l'animal, c'est que maintenant, la présentation de la récompense n'a plus aucun effet sur la réponse de ce neurone dopaminergique. Autrement dit, il n'y a plus de surprise au moment de la récompense, car elle a été prédite avant, et vous voyez que comme il n'y a pas de surprise, il n'y a rien d'inattendu, le cerveau, en tout cas ce neurone dopaminergique et d'autres, effectivement, ne répondent pas non plus maintenant à la récompense en elle-même, car elle est totalement prédite. De façon intéressante, si maintenant vous présentez le coup de sifflet au chien, mais qu'après la récompense ne vient pas, vous voyez que cette fois-ci, ces neurones dopaminergiques suppriment transitoirement, de façon temporaire, leur activité, car cette fois-ci, ils ont une surprise, mais une surprise négative. En termes de récompense, là, le chien n'a pas la récompense qu'il attendait, et donc ces neurones dopaminergiques codent vraiment surprise de façon signée. Ils s'activent plus fort pour une bonne surprise et moins fort pour une mauvaise surprise. Ils suppriment leur activité pour une mauvaise surprise. Alors pour conclure toute cette partie, le cerveau semble prédire ce qui arrive pour compresser l'information et ne traiter que ce qui est inattendu. Comme dans le cas de l'attention, cette capacité, je pense qu'elle peut refléter des limites du cerveau à traiter une grande quantité d'informations en parallèle. Alors jusqu'ici, toutes les capacités dont je vous ai parlé ne sont pas réservées au cerveau humain. De nombreuses espèces, même les oiseaux, qui sont très loin, assez loin de l'homme phylogénétiquement parlant, montrent des mécanismes de filtrage attentionnel similaires à ceux que je vous ai décrits chez l'homme. Donc on peut imaginer que les dinosaures avaient le même type de filtrage attentionnel. Vous pouvez donc raisonnablement vous dire que ce que je vous raconte n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence humaine. Ce qui est plus spécifique au cerveau humain, comme vous le savez tous, c'est sa capacité à construire et à manipuler des objets abstraits, comme des mots, comme des nombres, comme des relations, comme des concepts.
Alors la question est de savoir comment est-ce que ces fonctions humaines, à proprement parler, réellement humaines, qui ne sont pas là vraiment chez l'animal, ou en tout cas à des étapes très prototypiques, enfin très, très limitées, sont implémentées dans le cerveau. Alors on a souvent en tête, quand je parle à des gens de ce genre de sujet, l'image d'un cerveau spécialisé, un peu comme les phrénologues du 19e siècle, avec en tête le traitement de la parole dans l'ère de Broca. Vous avez peut-être déjà entendu parler, une région cérébrale très spécialisée qui n'a pas d'homologue chez les primates et dont on a vraiment envie de croire qu'elle est apparue chez les hommes spécifiquement pour traiter la parole. Alors, en fait, si on s'intéresse à d'autres capacités abstraites, symboliques humaines, vous allez voir que ce n'est pas toujours la même chose qui ressort. Si on s'intéresse par exemple aux mathématiques ou à disons, une composante extrêmement simple des mathématiques, qui n'est pas si simple pour un élève de CP, mais j'espère assez simple pour vous et moi, c'est l'idée de la ligne mentale. Ça, c'est tiré d'un exercice de grande section de maternelle ou de CP, où vous avez cette ligne mentale, cette frise numérique avec les chiffres en ordre croissant, et où il manque des chiffres, et donc par exemple, vous devez positionner les chiffres manquants. Alors, des chercheurs se sont demandé à quel point cette compétence, qui est une compétence quand même assez propre à l'homme, de se représenter des nombres abstraits sur une ligne mentale, si cette représentation abstraite propre à l'homme avait quelque chose à voir avec quelque chose qui semble beaucoup plus basique, qui est le fait de faire des mouvements oculaires, de pouvoir bouger ses yeux vers la gauche ou vers la droite, ce qu'on appelle les saccades oculaires. Et la théorie de ces chercheurs, notamment Stanislas Dehaene, a été de se demander est-ce que le cerveau n'avait pas pu, pour implémenter ces fonctions cognitives complexes, notamment les mathématiques, la lecture, aurait pu recycler des régions qui étaient spécialisées dans des traitements qui demandent des opérations similaires. Et vous voyez bien l'idée qu'une ligne mentale va de gauche à droite, qui est finalement un traitement spatial, qui est abstrait mais spatial, tout comme le fait de bouger ses yeux vers la gauche ou vers la droite. Et donc l'idée un peu, là encore, qui peut sembler un peu dingue, je n'aurais pas donné beaucoup de chance à cette étude de marché quand on m'en a parlé, j'étais déjà j'étais hasard à l'époque où cette étude a été faite, et je ne donnais pas beaucoup de chance à cette étude de fonctionner, ça a été de se dire, on va prendre l'activité cérébrale de sujets qui font des saccades oculaires à gauche et à droite, et on va regarder dans le cerveau quelles sont les régions à partir desquelles on peut décoder la direction des saccades faites par les sujets. Jusqu'ici, il n'y a rien de mathématique là-dedans, les sujets font des saccades à gauche et à droite, on essaie de décoder l'activité du cerveau. Ensuite, la partie un peu plus dingue, ça a été de se demander, si maintenant on demande à ces mêmes sujets de faire des additions mentales dans le scanner, après avoir fait ces saccades à gauche et à droite, est-ce qu'on serait capable de décoder le fait que le sujet est en train de faire une addition en regardant l'activité qui ressemble à celle des saccades? Et ce que les chercheurs ont vu, c'est que l'activité dans ces régions qui traitent les saccades oculaires à gauche ou à droite, lorsque le sujet faisait une addition, ressemblait beaucoup à une saccade vers la droite, c'est-à-dire à un mouvement vers la droite sur la ligne mentale. Et donc ce résultat est très intéressant parce qu'il suggère que le cerveau pourrait, au moins en partie, recycler des régions cérébrales spécialisées dans des traitements qui sont associés, par exemple le traitement spatial, quand on pense à des relations spatiales, par exemple des nombres ou des relations abstraites, pour justement implémenter des fonctions propres à l'homme. Et ça ne se limite pas aux mathématiques, ou en tout cas à cette base des mathématiques. La lecture des mots écrits évoque chez l'homme de l'activité assez sélective dans une région particulière qui semble tout à fait adaptée à traiter des lettres, à des lettres écrites. Okay, et donc c'est ce qu'on appelle Visual Word Form Area en anglais, vraiment l'ère de la lecture des mots écrits. Et ce que Stanislas Dehaene, James DiCarlo et d'autres collègues ont fait récemment, c'était de se demander, est-ce que chez le macaque, qui bien évidemment ne sait pas lire, est-ce que chez le macaque, si on enregistre l'activité de son cerveau dans le cortex inférotemporal, c'est-à-dire le cortex ventral, qui est à peu près l'homologue du cortex qui répond aux mots écrits chez l'homme, est-ce qu'on ne pourrait pas voir que les propriétés des régions du cortex inférotemporal du singe ressemblent beaucoup à des propriétés qui rendent possible, en tout cas chez l'homme, la lecture de mots écrits? Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que oui, ces régions du cortex visuel ventral du singe, cette région inférotemporale, semblent tout à fait capables, évidemment le singe lui-même, si on lui pose la question, est-ce que cette chose est un mot ou pas, ne va pas nécessairement le faire dans cette étude, ne va pas nécessairement être capable de le faire. Néanmoins, le traitement des stimuli, le traitement des lettres qui est effectué par ces régions et des mots,
rendent possible la discrimination entre des mots et des pseudomots sur la base de l'activité du cerveau de ce macaque. Donc là encore, ça suggère que le cerveau recycle finalement des régions spécialisées qui étaient déjà là avant l'homme pour effectuer ces fonctions cognitives qui sont propres à l'homme. Et dernier exemple de région du cerveau qui semble recycler des ressources pour manipuler les objets abstraits, c'est l'hippocampe. Alors cette région, elle est bien connue pour la mémoire épisodique, je vous l'ai dit avant, mais elle est aussi spécialisée dans la navigation spatiale, avec des cellules qui répondent par exemple à la position où on se trouve dans une pièce. Alors ce que les chercheurs ont pu montrer récemment, c'est qu'en fait, ces régions pouvaient traiter, et la façon dont elles sont organisées, pouvaient traiter non seulement des relations spatiales, comme le fait de positionner des grands monuments en Europe les uns par rapport aux autres, nord, sud, est, ouest. Si vous voyez le London Bridge, vous avez la porte de Brandebourg, la Sagrada Familia, que ces régions étaient capables d'encoder ce type de relations spatiales, mais aussi l'hippocampe était capable d'encoder des relations non spatiales. Par exemple, des relations entre les membres d'une même famille, ou des relations non spatiales, par exemple, lequel de ces moyens de locomotion est plus rapide que l'autre. Et donc, là encore, l'idée est que le cerveau va toujours tendre à essayer de recycler des régions qui sont spécialisées dans un traitement particulier, un traitement en général qui est un traitement fondamental, qui n'est pas propre à l'homme. La navigation spatiale dans l'hippocampe, on la retrouve chez le rongeur de façon très proche de ce qu'on voit chez l'homme, mais que l'homme va finalement recycler ces régions pour leur rajouter des fonctionnalités, en tout cas pour les réutiliser dans un autre contexte, plutôt que de créer ex nihilo de nouvelles régions. Donc voilà, donc pour conclure sur cette partie, ce qu'on voit donc, c'est que le cerveau semble recycler, finalement, dans différents cadres, des circuits spécialisés pour raisonner sur des objets abstraits. La question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est est-ce que finalement c'est un avantage, finalement le cerveau devient meilleur, et donc nous sommes meilleurs que les singes parce que nous avons recyclé nos cerveaux et on a augmenté encore nos fonctionnalités, ou finalement est-ce que c'est un compromis? Est-ce que le fait d'avoir recyclé en partie ces circuits sensorimoteurs de mouvement oculaire pour les mathématiques nous ont finalement fait perdre des compétences sensorimotrices ou visuomotrices, c'est-à-dire le fait de s'orienter très vite dans l'espace et de bouger son attention très vite. Alors je vais vous montrer une deuxième vidéo qui vous montre les compétences d'un chimpanzé à effectuer une tâche visuomotrice très complexe. Donc là, je vous montre juste une capture d'écran pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Le singe doit positionner son doigt en bas de l'écran là, et quand il va retirer son doigt, tous les chiffres présentés à l'écran vont disparaître, et le singe, ce qu'il va devoir faire, c'est aller appuyer là où étaient les chiffres dans l'ordre, de 1 à 9. Alors, je vais vous montrer la vidéo, et vous allez pouvoir vous rendre compte, en vous imaginant faire cette tâche, qu'elle n'est pas, disons, je vais vous remettre au début, à la portée de tous les êtres humains venus. Donc, je vous montre, et vous entendrez un petit bip, 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 bip à la fin quand le singe a effectivement réussi à cliquer de 1 à 9 dans le bon ordre sans se tromper. Donc, regardez la vitesse avec laquelle l'animal effectue cette tâche. Ça, c'est un essai. Il a réussi. Il remet son doigt, il y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un autre essai. Peut-être il a eu de la chance. Ah non, il n'a pas eu de la chance. Par contre, moi, après 3, c'était fini. Non, il n'a vraiment pas eu de chance. Il est juste capable de le faire à chaque fois. Donc, c'est juste pour vous donner une idée du fait que si on demande à des sujets humains d'effectuer cette tâche, et même si on les entraîne jusqu'à obtenir une performance qu'on appelle asymptotique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, si on nous entraîne longtemps sur une tâche, on va augmenter ses performances jusqu'à un certain plateau, au-delà duquel on ne pourra pas aller. Et donc la performance asymptotique de sujets humains dans ce jeu-là va être moins bonne que celle des chimpanzés. Autrement dit, le cerveau humain n'est pas meilleur que celui des espèces de nos cousins qui ne savent pas lire et pas compter, sur ces dimensions-là, ces dimensions visio-motrices, qui sont justement des dimensions que le cerveau humain exploite peut-être moins, car on n'est pas en train de se balader dans une forêt d'arbre en arbre en permanence, ou un chimpanzé dans un environnement qui demande beaucoup plus de compétences sensorimotrices. Donc dans la dernière partie, il me reste peu de temps, en 10 minutes, je vais vous évoquer une dernière particularité du cerveau humain, qui reflète une limite, mais finalement également un avantage. Une limite qui semble un peu de la paresse, mais finalement un avantage pour le cerveau humain.
Alors, elle vient du fait que le cerveau semble adopter des modes de fonctionnement différents pour des décisions que j'appellerais sûres et des décisions que j'appellerais incertaines. C'est ce que je vais appeler le cerveau imprévisible. Alors, si je vous demande 3 fois de suite, à des moments différents, quel est le résultat de cette opération, je pense que vous pourrez me dire 18 à chaque fois, sans erreur. 4 plus 2, 6 fois 3, 18. Je pense que je ne me suis pas trompé. Peut-être que si, mais en tout cas, je dirais toujours la même chose. Donc, je suis prévisible. À l'inverse, pareil, à droite, si je vous demande sur ce graphe familial, quelle est la relation entre Kate et Phil, après vous avoir dit que Kate est la fille de Jill et que Phil est le frère de Jill, c'est que Kate est la nièce de Phil. Et ça, pareil, si je vous le demande 4 fois, sauf si voilà, c'était un dîner de famille que vous avez déjà bu un peu, je pense que vous ne vous tromperez pas. À l'inverse, si on passe dans un autre type de décision, que je vais appeler des décisions incertaines, par exemple, si vous mettez à la place d'un trader en 2007 qui doit savoir s'il faut acheter ou vendre les subprimes qu'il a accumulés, ou si je vous mets dans la position d'un citoyen britannique qui doit savoir s'il doit finalement rester dans l'Union européenne ou la quitter, là, les décisions humaines sont beaucoup plus imprévisibles. Et vous le savez comme moi, on peut arriver à des crises financières, et des crises totales finalement, ou à des gouvernements assez loufoques aussi. Et donc, finalement, si je dois résumer ces deux types de situations, lorsque les décisions sont sûres, le comportement humain semble assez prévisible. On peut souvent prédire la réponse qui va sortir. À l'inverse, lorsque les décisions deviennent incertaines, le comportement des sujets devient bien souvent imprévisible. Et donc, pour étudier cette imprévisibilité du comportement humain, et qui est un peu surprenante, évidemment, en laboratoire, on ne va pas demander aux gens de voter pour ou contre l'Union européenne en France, hein, on n'est pas comme ça ici, et donc on va leur demander des choses beaucoup plus simples et contrôlables, comme par exemple le fait d'observer les billes au centre de l'écran et d'essayer de deviner si ces billes ont été tirées du pot A ou du pot B. Et vous voyez, les deux pots ne sont pas composés de billes de la même couleur, qui fait que le sujet peut se former une idée qui est incertaine, car il ne peut pas être sûr à 100%, mais partielle, du nombre de billes, du pot duquel les billes ont été tirées. En l'occurrence, dans cet essai-là, si on applique bêtement la règle des probabilités, on arrive au fait que dans cet essai-là, c'est le pot A qui a 83% de chances d'être tiré, si on voit les billes au centre, et le pot B seulement 17%. Alors on pourrait se dire que les sujets, bêtement, à chaque essai, ils vont choisir le pot qui a le plus de chances d'avoir été tiré. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que si on regarde maintenant la performance de sujets dans ce genre de tâches, donc sur l'axe horizontal, je vous mets le nombre de billes qui est présenté au sujet, et sur l'axe vertical, la performance des sujets. Plus on est bas, plus on est mauvais, plus on est haut, plus on est performant. Vous voyez que les sujets, si on les place par rapport à l'optimalité, c'est-à-dire cette ligne en pointillé que je vous mets au-dessus, vous voyez que les performances des sujets qui correspondent aux points sur ce graphe sont toujours en dessous et assez sensiblement en dessous de l'optimalité. Néanmoins, vous voyez aussi que les sujets sont quand même capables d'augmenter leur performance et de savoir de mieux en mieux de quel pot les billes sont tirées, plus ils ont de billes à leur disposition. Ça, c'est le reflet de ce qu'on appelle quelque chose qui ressemble à de l'inférence statistique, cette capacité à combiner des informations incertaines entre elles pour essayer d'augmenter notre confiance et notre certitude dans nos décisions. Alors maintenant, la question reste de savoir pourquoi est-ce que les sujets sont sensiblement moins bons que ce qu'ils pourraient être dans ces conditions. Alors, si vous demandez à des économistes la réponse à cette question, ils vont pas hésiter très longtemps et ils vont vous dire c'est parce que les gens ont de multiples biais cognitifs, des heuristiques, des hésitations au moment de choisir. C'est un problème de choix. C'est-à-dire qu'au moment de choisir entre, je vous repasse en arrière, de choisir entre 83 et 17, les gens ne vont pas toujours choisir 83. Parfois, ils vont se dire « Ah, et si le 17, il sortait ce coup-ci ?» Comme à la roulette. « Ah, et si ça sortait ce coup-ci ?» Et ils vont essayer 17. Autrement dit, les travaux notamment de Kahneman et Tversky, qui ont amené un prix Nobel pour Kahneman en 2002, suggèrent qu'au moment du choix, de l'évaluation des préférences, il y a des biais qui s'appliquent et qui peuvent expliquer les erreurs. Néanmoins, mon équipe s'est récemment intéressée à savoir à quel point ces erreurs pouvaient être dues non seulement à ces biais-là, mais également à des erreurs dans la façon dont lesquelles les sujets combinent ces informations incertaines, c'est-à-dire des problèmes de raisonnement, pas des problèmes de choix. Et ce dont on s'est rendu compte en étudiant les erreurs des sujets, c'est qu'en fait, plus de la moitié des erreurs commises par les sujets n'étaient pas des erreurs de choix et de biais d'heuristique dans le choix,
qui sont en violet sur ce graphe, mais finalement des erreurs de raisonnement, des erreurs d'inférence qui étaient imprécises, que les sujets combinaient ces informations entre les différentes billes de façon imprécise et arrivaient donc à une croyance assez approximative sur le pot duquel sont tirées les billes. On a même pu voir que dans le cerveau, certaines régions reflétaient la quantité d'erreurs commises par les sujets, ce qui nous a amené à penser que le cerveau, finalement, dans ces situations incertaines, il raisonne de façon approximative. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi raisonner de façon approximative si on peut le faire de façon précise. À quoi ça pourrait bien servir de faire ça? Alors pour ça, pour finir dans les 5 dernières minutes, je vais vous montrer en quoi ces approximations sont importantes en partant d'un système qui ne fait habituellement aucune approximation, comme les systèmes d'intelligence artificielle actuels dont on entend beaucoup parler dans les médias. Alors, les systèmes d'intelligence artificielle, notamment ceux qui font de la reconnaissance d'images, qui sont basés sur des réseaux de neurones profonds, sont souvent totalement déterministes. Si vous leur présentez 2 fois la même image, ils vont arriver 2 fois à la même prédiction en termes de catégorie de l'image. Et donc ces réseaux, par exemple, si on leur présente l'image à gauche, ils vont vous dire « Ah, ils ont été entraînés sur un très grand nombre d'images », ils vont vous dire « Ah, c'est un panda ». Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que ces réseaux, si vous ajoutez un tout petit peu de dégradation colorée, par exemple, ce que vous voyez au centre, on va rajouter un tout petit peu de dégradation colorée à cette image pour créer l'image de droite. Maintenant, ce même réseau qui était capable de dire panda comme vous et moi à la première image d'origine, maintenant va répondre gibbon à la troisième image, qui ressemble toujours à l'image de panda, selon moi, et j'imagine selon vous. Donc, l'idée a été de savoir, est-ce que... Donc ça, voilà, c'est l'exemple d'un réseau de neurones très simple. Ce n'est pas exactement les réseaux de neurones qui reconnaissent des images, car ils ont énormément de couches cachées, mais c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ces réseaux de neurones, tout bêtement, en entrée, ils vont prendre les pixels d'une image. Ils sont ensuite constitués d'unités, qui sont des neurones artificiels, comme on les appelle, qui sont connectés les uns avec les autres par des poids, et une sortie qui va être finalement le label, qui va dire, par exemple, ici, gibbon, de façon erronée. Et finalement, entraîner ces réseaux, ça consiste à ajuster les poids pour que ces réseaux soient capables le mieux possible de reconnaître des images. Et donc, les calculs faits par ces réseaux sont habituellement totalement déterministes. C'est-à-dire que si le réseau vous lui présentez 2 fois la même image, comme je vous l'ai dit, il va donner 2 fois la même réponse. Donc on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si maintenant ces réseaux, finalement, on les dégradait. C'est vraiment une hérésie pour un ingénieur. On est en train de demander à un réseau qui pourrait raisonner de façon totalement précise de commettre des approximations. Et on s'est demandé, est-ce que finalement ces approximations ne pourraient pas aider le réseau dans ces situations où les images ont des perturbations qui n'ont pas été rencontrées pendant que le cerveau était entraîné à faire cette tâche. Et alors, non seulement mon équipe, mais une autre équipe au MIT aux États-Unis ont montré que rajouter de la variabilité des approximations dans ces réseaux de neurones artificiels pouvait avoir des gains extrêmement sensibles pour reconnaître des images perturbées. Donc, à gauche ici, vous voyez les 2 croix grises, vous avez un réseau qui n'a pas de stochasticité, pas de variabilité interne, pas d'approximation. Et à droite, un réseau qui a été entraîné et testé avec des approximations. Et la taille de la barre reflète la performance du réseau face à des images perturbées ou dégradées. Et vous voyez que le réseau a nettement amélioré ses performances face à ces images compliquées. Et mon équipe, ce qu'elle a pu observer, c'est que c'était exactement la même chose qui se passait dans des tâches qui sont cette fois pas des tâches de reconnaissance visuelle, comme l'image du panda, mais cette fois des tâches type le fait de combiner les billes dans l'exemple que je vous ai montré précédemment. Là encore, le fait d'ajouter des imprécisions ou des approximations dans ces réseaux avait tendance, de façon surprenante, à améliorer la performance des réseaux dans des situations nouvelles. Donc la conclusion de cette dernière partie, c'est qu'il semble que des calculs imprécis, ce qu'on pourrait considérer comme une limite claire du cerveau, permettent finalement au cerveau et même à des réseaux de neurones artificiels de s'adapter mieux et à faible coût à des situations nouvelles. Et donc, pour essayer de résumer un peu maintenant, vu que je suis un peu à court de temps, pour conclure un peu sur l'ensemble de cette présentation, ce dont je veux vous convaincre, c'est que le cerveau, plutôt qu'un perfectionniste, c'est plutôt un expert du compromis. Et donc, l'approche A, que je n'ai pas beaucoup développée aujourd'hui, qui consistait à étudier bêtement et simplement les facultés du cerveau, cette forme d'ingénierie de l'intelligence, c'est adapté pour décrire l'intelligence, c'est peut-être adapté pour construire une intelligence artificielle, mais je pense que c'est insuffisant pour réellement comprendre l'intelligence humaine, et les travaux récents semblent réellement suggérer que c'est le cas. Et donc,
Évidemment, à l'échelle des espèces, personne ne contestera que l'intelligence reflète un avantage adaptatif qui a favorisé certaines espèces par rapport à d'autres. Mais maintenant, quand on veut penser à l'intelligence à l'échelle de l'individu, l'intelligence au niveau de l'individu n'est pas une bête recherche de performance et de maximisation de la performance, mais réellement plutôt une optimisation de ressources cérébrales limitées. Et c'est cette quête d'optimisation qui amène les différentes formes d'intelligence, qu'on peut réellement appeler comme propriété de l'intelligence, que j'ai pu vous décrire un peu aujourd'hui, ce soir. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma présentation. Il est 8 heures pile. Je suis assez fier de moi, car je ne finis jamais à l'heure habituellement. Et donc maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, je lis d'abord la question. Alors, la question de la conscience, je ne l'ai pas abordée aujourd'hui. Alors, la question de la conscience, moi, alors j'ai fait ma thèse de doctorat sur la conscience et j'ai vraiment très envie de penser que la conscience, on peut réellement la comprendre à l'intérieur du cerveau. Je ne sais pas si elle est sécrétée par le cerveau, mais néanmoins, c'est une expérience dont on fait tous l'expérience, qui est vraiment le reflet d'un mode de fonctionnement particulier du cerveau. Donc, si vous lisez par exemple les travaux de Stanislas Dehaene, il montre comment, si on compare des stimuli qui sont ratés par les sujets à des stimuli totalement identiques qui sont cette fois perçus consciemment par les sujets, le cerveau entre dans des modes de fonctionnement très très différents. C'est-à-dire que l'activité neurale activée par les stimulus engage des régions beaucoup plus frontales, de façon beaucoup plus soutenue. Donc, la conscience perceptive, elle est aujourd'hui de mieux en mieux comprise par les neurosciences. Évidemment, il y a d'autres formes de conscience, comme la conscience de soi, comme d'autres formes de conscience, qui là, disons, résistent peut-être encore un peu plus à la recherche aujourd'hui, mais je pense que c'est une question de temps et je suis assez confiant que de toute façon, la conscience réside dans le cerveau d'une façon ou d'une autre. Ça pose toujours le problème du mapping entre des concepts psychologiques que nous formons et réellement la façon dont le cerveau fonctionne. Car la psychologie a créé des concepts qui souvent ont du mal à coller. C'est comme les enfants qui essaient de faire rentrer le carré dans le rond. Eh ben, on a découvert des concepts psychologiques, mais c'est parfois difficile de les faire rentrer dans le cerveau, car le cerveau, ce n'est pas nécessairement les briques de base qu'on a identifiées par la psychologie. Voilà. Alors, le fonctionnement en arborescence. Alors, si on repense à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'idée d'un réel goulot d'étranglement cognitif, l'idée, c'est qu'en fait, imaginons si on pense par exemple à nos différents sens, la vue, l'audition, le toucher, finalement, le cerveau, il est organisé comme, comment dire, un graphe où en fait, on a quelque chose au centre du cerveau qui serait vraiment les régions qui nous permettent de raisonner, de réfléchir, de combiner des symboles, de réfléchir comme ça, et des régions périphériques qui, elles, peuvent traiter les choses en parallèle. Donc finalement, d'une certaine façon, notre cerveau est capable de raisonner en parallèle sur certaines choses, mais très mal sur d'autres. Alors le raisonnement par arborescence, on pourrait imaginer maintenant, j'ai réfléchi à votre question et je me dis que on pourrait penser à ce que je vous ai dit sur l'hippocampe, qui est que l'hippocampe est une structure qui traite les relations spatiales, donc par exemple des formes de graphes, d'arbres, si vous voulez, et donc cette même région semble aussi, d'après les études récentes, impliquée dans les raisonnements par arborescence totalement conceptuels. Donc le raisonnement par arborescence, en tout cas, c'est encore une fois un exemple de recyclage du cerveau qui utilise une région qui est là à la base pour la navigation spatiale ou la mémoire épisodique, et il la recycle pour permettre de raisonner en arborescence. Alors, entraîner son cerveau au multitâche. Je pense que, oui, il y a sûrement... Alors, il y a eu beaucoup d'élan pour ce type de ce qu'on appelle d'augmentation cognitive, de jeux qui permettraient ou non d'augmenter cognitivement les performances. Ça reste très débattu aujourd'hui de savoir à quel point on peut dépasser les limites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'en fait, on peut très difficilement les dépasser car elles reflètent souvent vraiment une architecture du cerveau. Donc je pense qu'on pourrait peut-être améliorer les performances à faire des choses qui peuvent être faites en parallèle un peu mieux, c'est-à-dire par exemple traiter des informations de très bas niveau en parallèle, mais par contre réellement faire plusieurs choses
raisonner sur plusieurs choses en même temps, je pense que c'est très difficile. Ça, en tout cas, l'état des recherches actuelles ne donne pas de pistes très claires sur comment faire. Bah, le cerveau prédictif, c'est quelque chose que je pense être quelque chose qui essaie de viser à diminuer la surcharge mentale, en tout cas la surcharge mentale permanente. C'est-à-dire que si on voit la quantité d'informations qui frappent notre rétine en permanence, si le cerveau traitait à chaque instant et les neurones du cerveau répondaient à chaque instant à l'entrée qui frappe notre rétine, je pense que la surcharge serait immédiate. Donc c'est finalement un mode pour éviter la surcharge, le fait de ne traiter que la différence entre ce qui était là avant et ce qui arrive maintenant, de façon vraiment à pouvoir filtrer le monde déjà de façon bête et méchante et à compresser l'information. Mais après, ces prédictions peuvent échouer. On peut être typiquement dans des environnements très imprévisibles où ce cerveau prédictif ne va pas fonctionner correctement. Il va en permanence essayer de former des prédictions qui se trouvent être fausses. Et là, effectivement, ces théories supposent qu'à terme, une fatigue émerge, ou en tout cas, un effort mental et cognitif va devenir beaucoup plus grand et donc pourrait amener à une surcharge potentiellement, oui. Ah bah, pour la question du chimpanzé, le chimpanzé, pour lui, le nombre, c'est juste des symboles, hein. On l'a entraîné progressivement à faire 1, 2, puis 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4. Le singe ne comprend pas forcément que 1, 2, 3, 4, pour lui, ce ne sont pas des nombres, hein. Ce sont des symboles abstraits. Il a juste compris qu'on lui demandait progressivement d'aller de 1 à 9, mais pour lui, le 9 n'a pas le sens de 9. Si on lui présente 9 et à côté 9 points, il ne saura pas dire « Ah oui, 9, c'est 9 ». Il ne fera pas ce que fait un enfant de 4-5 ans. Donc il ne connaît pas l'ordre des nombres. Par contre, il a été entraîné à faire cette tâche. Pour lui, on aurait pu afficher d'ailleurs des symboles qui ne seraient pas des nombres. Les chercheurs ont fait ça juste pour vous montrer, si vous deviez faire la tâche en temps réel, parce que là, quand je vous montre la vidéo, vous pouvez essayer de la faire directement. Vous voyez que le singe vous bat à plat de couture. Et je pense que là, typiquement, l'entraînement cognitif là-dessus, vous n'arriverez pas à atteindre le singe. Alors, oui, il y a des gens qui s'intéressent exactement à des populations de sujets particulières. Notamment, oui, il y a des gens, je crois que... Alors, je parle beaucoup de lui ce soir. Stanislas Dehaene s'est par exemple intéressé, je crois, à des gens qui avaient des capacités en mathématiques très très élevées récemment. J'ai cru voir passer quelque chose là-dessus. Donc oui, on peut s'intéresser à ça. On s'intéresse à des personnes atypiques. Alors là, ce soir, je ne suis pas rentré là-dedans. Quand je parle d'intelligence, là, je parle de l'intelligence au niveau, disons, de vous et moi. C'est-à-dire pas une intelligence particulière. C'est déjà disons, les briques de base de l'intelligence dont nous sommes tous dotés. Mais pas ça. Mais vous pourrez trouver énormément de travaux là-dessus. Je ne peux pas vous les résumer comme ça très simplement. Mais effectivement, c'est un sujet d'étude intéressant. Oui, exactement. Ces prédictions, comme je vous ai montré, ça pouvait être des prédictions à l'échelle vraiment du stimulus bête et méchant présenté, ça pouvait être à l'échelle même de concept, c'est-à-dire le fait de prédire le smoothie framboise avocat juste après avoir vu la framboise, mais vous avez raison, c'est tout à fait exactement ça, le fait de prédire la suite d'une phrase quand on vous présente le début d'une phrase. D'ailleurs, les algorithmes très récents d'intelligence artificielle qui génèrent du langage, il y en a un qui s'appelle GPT-3, qui est un truc très récent, il ne fonctionne que comme ça, en prédisant sur la base de quelques mots la suite, et il est capable de générer des textes qui ont l'air totalement générés par des humains. Et le fait qu'on trouve ces textes totalement caractéristiques de textes qui pourraient être écrits par vous et moi, c'est bien là une preuve indirecte que nous-mêmes, nous fonctionnons comme ça en essayant de prédire dans un texte la suite du texte. Ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai hélas pas la réponse. Je ne connais pas d'études là-dessus. Je ne les ai pas cherchées non plus dans mon travail, mais c'est une question intéressante et elle mériterait d'être regardée. Alors, là encore, c'est une question qui est une bonne question et c'est aussi une question de définition.
c'est-à-dire la question de savoir précisément ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Et donc là encore, ça revient un peu à mon point tout à l'heure, qui est un point sur le fait que la psychologie est arrivée à former des concepts sur la base d'études, de questionnaires posés à des sujets, de tâches cognitives comme celles que je vous ai présentées de 3 bacs ou d'autres, pour essayer d'arriver à une idée des briques de base mentale qui nous permettent de raisonner, de réfléchir, de percevoir, de ressentir des émotions. Après, le cerveau, lui, n'a pas nécessairement à se conformer à nos briques. C'est-à-dire que les briques du cerveau ne sont pas forcément les mêmes que les briques de la psychologie. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle, car on se rend de plus en plus compte qu'en fait, quand on regarde des régions du cerveau, elles répondent à différents concepts psychologiques. Donc le problème est maintenant de savoir quelle serait l'unité de base de cette région, qui n'est pas de dire bah, cette région, elle est impliquée dans l'émotion, l'erreur, la motivation, car en fait, une fois qu'on dit qu'une région traite tout et n'importe quoi, bah, autant dire qu'on n'a quasiment rien compris. Donc en fait, maintenant, le jeu, en tout cas le but de certaines recherches, c'est vraiment d'essayer de faire sens de ce problème de mismatch, d'incompatibilité entre les concepts psychologiques et les briques de base, c'est-à-dire les régions cérébrales. Ah, ça, pareil, c'est une question qui serait intéressante. Je n'ai pas de réponse là-dessus, parce que je n'ai pas de données là-dessus. Certaines études ont été réalisées chez des Indiens, je pense, qui avaient très peu de contact avec le monde extérieur, pour étudier cette fois leur capacité mathématique et voir ce qu'il en était. Et je crois qu'ils avaient découvert qu'il y avait quand même des choses très communes entre les gens qui ont culturellement une exposition aux mathématiques, disons, de la nôtre, quoi, et ce type de peuple. Après, pour votre question de les mettre ensuite dans un scanner et d'étudier leur cerveau, je ne m'avancerai pas. Alors, là encore, ce que je veux bien dire par cerveau paresseux, ce n'est pas vraiment une paresse psychologique qui serait une paresse vraiment de ne tendre à ne rien faire. C'est une paresse que j'appellerais, disons, adaptative, qui serait à optimiser ses ressources limitées. C'est-à-dire que le cerveau, étant contraint par les limites de son architecture et de son fonctionnement, va finalement tendre, avant tout, à essayer d'optimiser ses ressources, car pour lui, c'est très coûteux de réfléchir. Et donc, comme vous l'avez vu, les sujets, quand on leur demandait de faire une tâche compliquée, qui demande beaucoup de concentration, ou de prendre une sensation de douleur, disons, désagréable, qui n'est pas très douloureuse, mais qui est quand même assez désagréable, ils préfèrent prendre la sensation douloureuse. Donc je ne pense pas nécessairement que ce soit un problème pour les apprentissages, la paresse dont je parle cérébrale, mais néanmoins, voilà, le cerveau va quand même avoir tendance à essayer d'économiser ses ressources. Alors, le calcul bayésien, oui, tout à fait, c'est le fait de combiner des probabilités en suivant les lois régies par ce qu'on appelle le théorème de Bayes, qui est vraiment ce théorème pour combiner des probabilités, combiner les sources d'informations incertaines. Eh bien, oui, on a vraiment l'impression que le cerveau fonctionne en moyenne, de façon statistique, et donc il combine les différentes sources d'informations auxquelles il est exposé pour décider de façon statistique. C'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser plus les sources qui lui semblent plus fiables et moins les sources qui lui semblent moins fiables. Mais tout ça a des limites, hein. On connaît tous les problèmes des fake news et le problème de la désinformation en général. Là, on est sur Internet tous, on sait bien à quoi on est exposé tous les jours sur les réseaux sociaux, vous comme moi. Donc oui, le cerveau semble être capable de gérer les statistiques, mais comme je vous l'ai dit, de façon relativement approximative. Et ça, les travaux que j'ai réalisés ces dernières années m'ont vraiment frappé en ce sens, que le cerveau semble raisonner de façon assez approximative. Bah, là, voilà, c'est une question qui dépasse un peu. Si j'avais la réponse à ça, oui, je vous la donnerai pas tout de suite, je la garderai pour moi et j'irai faire quelque chose avec. Non, d'ailleurs, je sais pas à qui j'irai la vendre. Mais non, c'est une question extrêmement importante aujourd'hui et à laquelle, en fait,
la réduction des biais cognitifs, alors aujourd'hui, il y a des approches comportementales. Vous avez peut-être déjà entendu parler des nudges. C'est un concept qui a amené un prix Nobel en économie qui consiste à dire que, connaissant les biais cognitifs des gens, vous comme moi, on peut essayer, quand on leur demande de faire quelque chose, de les mettre dans des conditions dans lesquelles ces biais vont s'exprimer le moins possible, de façon à essayer de minimiser l'impact de ces biais. Donc ça, c'est une façon qui est proposée, qui néanmoins a une approche un peu supervisée, c'est-à-dire qu'il y a les sachants qui connaissent les biais, qui vont essayer d'éviter les biais chez les gens. Et on sait que finalement, les réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils connaissent les biais cognitifs des gens et ils vont plutôt essayer de les utiliser pour vous faire cliquer sur des pubs, et les gens qui travaillent d'ailleurs sur les algorithmes de tracking publicitaire et tout ça, vont plutôt jouer sur vos biais, vont jouer contre ça, et vont essayer vraiment plutôt de manipuler, de vous manipuler, de me manipuler, en utilisant nos biais. Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, oui, on pourrait, tout à fait, car en fait, le fait qu'on ait rajouté ces approximations, en tout cas ces calculs imprécis dans ces réseaux de neurones artificiels, c'était là en fait pour mimer ce qu'on observe quand on enregistre de l'activité cérébrale. Si vous vous rappelez un peu les graphes que je vous ai montrés, par exemple des neurones dopaminergiques, vous voyez qu'en fait ces neurones répondent énormément au repos. Si vous comparez deux réponses à la même stimulation, à la même récompense, vous observerez des réponses qui sont sensiblement différentes, qui se ressemblent un peu, mais qui sont différentes. Et donc, c'était cette idée. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que oui, ce réseau qui est approximatif va être aussi capable que le réseau qui est exact, qui n'est parfaitement précis, à traiter l'image d'origine. Là où il est meilleur, c'est vraiment quand vous lui présentez des images dans un contexte nouveau, c'est-à-dire qu'elles ont été, par exemple, perturbées ou dégradées. Et donc, c'est particulièrement là que les chercheurs se sont rendus compte, donc on s'est rendu compte que ces réseaux approximatifs étaient meilleurs que les réseaux qu'on appelle exacts, c'est-à-dire très précis. Ah, ça, c'est une très bonne question de savoir comment les rêves fonctionnent et comment le cerveau prédictif fonctionne pendant les rêves. C'est très compliqué à étudier, les rêves, hein, parce que vous savez aussi que ces activités sont parfois extrêmement rapides. Si vous avez déjà entendu parler de l'activité de replay, de repassage un peu replay comme une vidéo dans l'hippocampe, en fait, c'est le fait que si on expose un animal, par exemple, à un labyrinthe dans la journée, l'animal va naviguer dans un labyrinthe dont il va progressivement apprendre les contours, et donc les neurones de l'hippocampe, comme je vous ai dit, répondent à des positions particulières dans l'espace, et donc certains neurones de l'hippocampe répondent quand l'animal passe à tel endroit du labyrinthe, un autre neurone va répondre quand il passe à tel autre endroit, pour former des sortes de chaînes d'activation quand l'animal navigue dans le labyrinthe. Et ce qu'on voit, c'est que l'animal, quand il dort la nuit d'après, ou même dans l'activité de repos, c'est que finalement, dans l'hippocampe, se rejouent ces séquences de façon extrêmement accélérée. Donc on voit les mêmes neurones qui s'activent dans le même ordre, comme si l'animal, ou en tout cas son hippocampe, rejouait la navigation dans le labyrinthe de façon extrêmement rapide, accélérée d'un facteur, je pense, de l'ordre de 10. Et donc, c'est très difficile d'étudier ce genre de signaux-là, car ils sont extrêmement rapides, et donc les prédictions, en plus, c'est difficile de savoir quelles sont-elles pendant un rêve. C'est-à-dire que quand le sujet est éveillé, on sait quelle est l'entrée sensorielle du sujet. Donc on peut prédire quelle est sa prédiction, on peut deviner quelle prédiction le sujet est en train de faire, on peut lui demander. Pendant un rêve, c'est pas possible. Donc ça reste du domaine de ce qu'il faudrait étudier. Dans l'hémisphère droit du cerveau humain, vous avez à peu près tout ce que vous avez dans l'hémisphère gauche du cerveau humain. Les hémisphères sont très symétriques, à l'exception de quelques régions particulières, comme l'aire de Broca, par exemple, pour le langage, mais c'est finalement une exception qui confirme la règle. Si vous regardez les régions visuelles, si vous regardez les régions pariétales, c'est-à-dire les régions qui traitent, par exemple, les saccades oculaires, elles sont extrêmement symétriques. Si vous regardez le cortex préfrontal, si vous regardez le cortex moteur pour bouger les mains, en fait, l'hémisphère droit est très, très, très symétrique à l'hémisphère gauche. C'est-à-dire que dans quasiment toutes les études que j'ai réalisées dans ma vie, qui ne sont pas des études de langage, mais des études de raisonnement, de décision, d'apprentissage, de perception,
quasiment tous les résultats que j'ai obtenus dans ma vie étaient des résultats symétriques dans les 2 hémisphères. Donc, majoritairement, je vous dirais que l'hémisphère droit, ce qu'il fait, c'est à peu près la même chose que l'hémisphère gauche, sauf exception. Ah bah, l'intuition, là encore, c'est un concept qui est un peu élusif, qui est difficile, d'étudier vraiment dans un contexte, comme je vous l'ai présenté, d'études de psychologie simple, où en fait, on aurait besoin, pour étudier ce processus mental de façon propre, d'avoir moyen d'exposer des sujets de façon répétée à des situations dans lesquelles ils vont montrer de l'intuition au moment T quand ils sont dans le scanner, pour pouvoir étudier qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et les méthodes d'enregistrement dont je vous ai parlé étant elles sont non invasives, donc finalement elles ne font pas mal au sujet, elles n'ont pas de contre-indication, mais elles sont néanmoins assez peu sensibles. Donc il faut pas mal de répétitions d'un même événement pour pouvoir observer quelque chose de propre. Et donc il faudrait qu'on ait accès à beaucoup de moments où des sujets montrent une intuition et puissent le dire qu'ils ont eu une intuition à ce moment-là, pour vraiment étudier ce mécanisme-là directement. Bah, oui, je pense pas à l'homme nécessairement augmenté. Je pense déjà à l'homme, disons, handicapé qui a réellement besoin de la technologie pour résoudre un problème qu'il n'aurait pas autrement. Et là, effectivement, bah, les neurosciences vont vraiment dans le bon sens, en ce sens de pouvoir de mieux en mieux être capable de décoder, par exemple, des séquences motrices, c'est-à-dire le fait, par exemple, qu'un sujet handicapé va vouloir bouger le bras à telle position précise de l'espace avec tel mouvement, pour qu'un bras robotique puisse effectuer ces gestes de façon précise. Parce que l'homme augmenté par la technologie, il faut réellement que cette technologie soit précise et fine pour qu'elle soit réellement utile. Et donc, et récemment, on voit vraiment des grandes améliorations dans ces directions-là. Donc, je pense que ce sera une réalité déjà dans le domaine du handicap et d'essayer d'aider ces situations-là. Après, voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne rêve pas encore de l'homme augmenté par la technologie, mais je suis sûr que d'autres que moi rêvent de ça et que ça va être quelque chose qui va amener à beaucoup de recherches. Ça, j'en suis persuadé. Bah ça, je pense que si vous tapez Nudges prix Nobel sur Internet, et vous aurez tout de suite, il y a un bouquin, je crois, qui s'appelle Nudge, très connu, qui a été écrit par ce prix Nobel d'économie, dont je suis vraiment désolé, j'essayais de ne pas le montrer, mais dont j'ai oublié le nom. Et donc voilà, donc vous pourrez très facilement trouver sur Google, vous trouverez très très facilement beaucoup d'informations là-dessus, très très accessibles. Oui, la symétrie des hémisphères, c'est quelque chose qui est commun. Alors, je ne connais pas toutes les espèces, hein, comme je vous l'ai dit au début, chaque petit chercheur comme moi est spécialiste de quelques cerveaux particuliers, et moi je travaille chez l'homme, et donc je suis spécialisé de ça. Néanmoins, le cerveau des mammifères est extrêmement, comme ça, en 2 hémisphères et très symétrique. Donc je ne pourrais pas bien vous répondre à cette question. Mais il y a certainement des recherches qui ont dû être faites pour étudier, hein, parce que quand je vous dis qu'il y a une symétrie globale, elle n'est pas parfaite. Par exemple, le traitement des sons est lui aussi, le cortex auditif qui traite les sons, est lui aussi assez asymétrique. Il ne traite pas exactement les mêmes informations dans les 2 hémisphères. Ça ne veut pas dire qu'il ne traite pas du tout les mêmes informations, hein, ça veut juste dire partiellement. Donc voilà, je ne peux pas exactement répondre à votre question, désolé. Bah, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ce qu'on peut retenir un peu de cette idée que le cerveau, ce qu'il vise à faire, c'est d'essayer d'optimiser ses ressources limitées, c'est qu'en fait, de le bombarder par une quantité de devices technologiques variés en informations en permanence, comme c'est le cas de vous et moi tous les jours, c'est pas forcément quelque chose qui va lui permettre de fonctionner de façon la plus optimale. Donc j'ai du mal à répondre précisément si réellement on serait plus rapide. Ce que je pense néanmoins, c'est qu'en tout cas, on doit tous viser au quotidien à essayer de ne pas toujours se mettre dans des situations de multitask, car, comme je vous l'ai montré, le cerveau est très mauvais
à gérer ce genre de situation et finalement va retarder une tâche par rapport à une autre, quitte à même l'oublier ou la manquer parce qu'elle est masquée par une autre tâche. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, en tout cas, il faut essayer de minimiser au maximum ces situations où on essaye de gérer plusieurs tâches en même temps. Alors, les neurones miroirs, c'est un concept qui a été extrêmement à la mode, je ne sais pas comment dire, peut-être pas à la mode, mais qui a fait énormément de bruit quand il est apparu. Et alors, ça n'avait pas forcément quelque chose à voir avec l'empathie directement, hein. Les résultats de recherche dont j'ai connaissance, les résultats clés, c'était des neurones qui s'activaient lorsqu'un autre animal réalisait une action particulière. Des neurones qui s'activaient quand on réalise ou quand un autre animal réalise quelque chose de particulier. Donc, c'était en ça qu'ils étaient miroirs. Après, ces recherches n'ont pas forcément été extrêmement poursuivies dans le temps. Et aujourd'hui, c'est pas très clair de savoir à quel point ces neurones pourraient être liés à quelque chose d'aussi complexe. Je pense que l'empathie, c'est comme je vous l'ai dit avant, c'est un concept psychologique qui probablement est réalisé par une combinaison très complexe de régions cérébrales et donc c'est très difficile de mettre la main dessus en disant voilà, nous avons trouvé les neurones de l'empathie. Je pense que c'est quelque chose qui, là encore, va être difficile à réduire. Oui, rebonsoir Valentin. Bonsoir. Grand merci pour votre intervention. Donc, on a déjà dépassé du temps et il reste encore quelques petites questions. Peut-être je peux vous laisser parcourir le chat pour regarder tous les messages de remerciements. Je mets du coup, pour tous ceux qui souhaiteraient peut-être vous écrire avec des questions plus précises, vous trouverez l'adresse de Valentin sur la slide, donc n'hésitez pas à la noter. En tout cas, les retours sont extrêmement positifs. On est environ 350-380 ce soir en direct. Tout le monde a salué votre grande capacité de vulgarisation, de rendre accessible à tous, donc beaucoup de novices, des concepts qui peuvent parfois être assez ardus. Donc voilà, un grand merci de la part de toute l'équipe de Conferencia. On vous enverra également quelques petits commentaires du chat dès demain pour que vous puissiez les reparcourir. Donc également, je vous précise qu'on vous enverra demain par mail le support ainsi qu'un lien pour accéder au replay de la vidéo qui sera sur Facebook et sur YouTube. Donc si vous avez des amis intéressés, n'hésitez pas également à partager ce lien pour que tout le monde puisse accéder à cette conférence. Et donc, dernière petite information, nous organisons la semaine prochaine une autre conférence dans le domaine scientifique, bon alors différente évidemment puisqu'on va aborder une thématique qui vous permettra de redécouvrir les sciences avec des histoires et des anecdotes des grands savants et aussi des expériences à réaliser en direct avec du matériel qu'on peut trouver vraiment chez soi facilement, comme du gel hydroalcoolique qu'on a tous en ce moment bien évidemment, mais aussi des œufs, du papier ou des ciseaux. Donc on vous encourage à vous y inscrire. Vous retrouverez toutes les informations sur notre page Facebook, donc Conferencia avec un T, et également sur notre site internet www.conferencia.fr. Donc voilà, c'était les dernières petites infos. Valentin, encore merci de la part de toute l'équipe de Conferencia d'avoir accepté notre proposition pour votre disponibilité et de nous avoir donné ce contenu très intéressant sur les sciences cognitives dont on nous demande déjà de nouvelles conférences. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à adresser aux spectateurs avant de clôturer. Non, d'avoir participé et d'avoir posé des questions. Non, c'était super pour moi aussi de pouvoir vous présenter ça et j'étais très content de répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à me mettre un mail, si vous voulez des liens vers des études en particulier ou d'autres choses. Voilà. Donc voilà, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci encore à Valentin. Et on espère à très bientôt pour de nouvelles conférences, que ce soit des sciences, de l'histoire, des arts. Je vais maintenant clôturer cet événement et je vous souhaite à tous et à vous aussi Valentin une très belle soirée et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.